toutes et à tous et bienvenue sur ce troisième live. Je suis Thelma Alberto, étudiante en troisième année du programme Grande École. Et aujourd'hui, je suis en présence de Liane Oteni et Vanny Seiler, que je vais laisser se présenter. Bonjour, je m'appelle Liane Oteni, je suis coach carrière à l'EM Strasbourg depuis 5 ans, aussi bien pour les programmes Grande École que Bachelor Affaires internationales. Et le cap carrière, c'est tout simplement le service d'accompagnement de nos étudiants, aussi bien personnel que professionnel, et c'est pourquoi nous animons des ateliers collectifs et nous menons aussi des rendez-vous individuels. Et donc Vanny Seiler, moi je travaille chez Souvent aux étudiants que la personnalité, c'est comme leur colonne vertébrale en fait. Si vous êtes naturellement très créatif, avec beaucoup d'idées, mais peu organisé, et qu'on vous demande d'être dans un job, un métier où finalement il faut être très rigoureux, très méthodique, c'est comme si vous faisiez ça à votre personnalité. Donc vu qu'ils sont adaptables et qu'on est tous plus ou moins jeunes et qu'on sait s'adapter, ça va aller 1 heure, 2 heures, mais si ça va durer quelques jours, quelques semaines, voire plusieurs années, et à la fin on a mal au dos, on est irritable. Voilà. Donc l'idée c'est un petit peu la même, c'est de trouver un emploi, un métier où ils vont être en adéquation, où leur colonne vertébrale va être le plus naturellement droite possible. Donc d'où Assess First qui est un très bon outil pour ça. Merci beaucoup. Comme l'a dit Liane, il me semble, Vanny, que vous l'utilisez aussi chez Hartmann. Du coup, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous pensez de cet outil et du fait que les étudiants le passent déjà en école du coup? Oui. Alors c'est vrai qu'on a commencé à utiliser Assess First il y a un petit peu plus de 4 ans dans le cadre de nos process recrutement. Pour nous, c'est vraiment un outil qui va permettre de compléter en fait la phase d'entretien, parce que en 1 heure d'entretien, c'est très court pour bien comprendre la personnalité d'une personne. Donc ça va nous permettre d'en savoir plus sur cette personne, sur qui elle est, et aussi d'avoir des éléments plus factuels, parce qu'en entretien, ça reste des observations subjectives, et la personne est quand même dans une situation qui peut être un peu stressante ou déstabilisante, ou elle va chercher peut-être à dire ce qu'on a envie d'entendre ou à s'adapter, justement à adopter cette position de la colonne vertébrale pour rentrer dans ce qu'elle pense qui est attendu. Et donc voilà, c'est vraiment un élément qui va nous permettre de s'assurer que la personne qu'on a en face de nous, elle a vraiment une personnalité, des motivations qui sont en adéquation avec le poste, et donc que le recrutement soit un succès. C'est vraiment dans l'intérêt de la personne, que la personne soit bien à son poste. Et je pense que c'est une bonne démarche de le faire passer aux étudiants, parce que déjà, ça leur permet de comprendre le principe des tests de personnalité, de pourquoi on fait ces questionnaires au moment des recrutements, et d'enlever peut-être le côté un peu stressant, ou le côté un peu exercice en fait. C'est pas un obstacle, c'est pas une épreuve en fait, c'est juste savoir qui est la personne. Et je pense aussi que c'est une bonne base effectivement de développement personnel pour apprendre à mieux se connaître, parce que c'est vrai que quand on lit son profil, on va se dire ah oui, c'est vrai, je me reconnais dans mon profil, j'y avais pas pensé, maintenant que je le lis, c'est tout à fait moi. Et donc c'est une bonne façon de bien comprendre et de mieux finalement de mieux cerner sa personnalité, ses compétences personnelles, ses soft skills, et de les mettre en avant au moment du recrutement. Merci beaucoup. Depuis tout à l'heure, globalement, on parle beaucoup du fait de mieux se connaître, de mieux savoir comment on est et ce qu'on veut. Liane, du coup, comment le cap carrière aide les étudiants à construire un projet professionnel, mais qui du coup leur est propre, qui est personnalisé? Alors, il faut savoir que quand on rencontre les étudiants la première fois au cap carrière, il y a plusieurs cas de figure. On peut avoir aussi bien un étudiant qui arrive en école, même en première année, avec un rêve, avec une idée très précise. Et nous, on va vraiment les aider à réaliser ce rêve. On leur dit que tout est possible. En revanche, ça se travaille, ça se construit. Et un rêve doit devenir finalement un projet, ce qu'on appelle un projet pro, qu'on va construire sous forme de plan avec des étapes. Donc finalement, on va les aider à comment articuler leur stage, peut-être leur expérience à l'international. On va leur conseiller des professionnels avec lesquels ils peuvent discuter, etc., pour aller chercher en fait les compétences qui peuvent leur manquer pour réaliser ce rêve. Même si il y a peut-être pendant le parcours des petites choses qui vont évoluer, heureusement, mais en tous les cas, ça c'est un premier cas de figure. Mais on a aussi bien des étudiants qui sont peut-être plus perdus, où c'est plus flou,
qui savent moins ce qu'ils veulent faire, et c'est très bien aussi. Il y en a même qui se demandent qu'est-ce qu'il faut en école des commerces, très sincèrement, et ça peut arriver. Et justement, là, notre rôle va être complètement différent. Ça va plus être de les amener vers de la curiosité, vers du questionnement, vers ouvrir le champ des possibles. Ma collègue Pauline Gobard, elle dit souvent que c'est vrai, au lycée, en France, on a peut-être un peu tendance à demander aux lycéens qu'est-ce que vous voulez faire, quelles études, quels projets pro, et à refermer le champ des possibles alors qu'ils n'ont même pas eu l'opportunité encore d'élargir et de tester des choses. Donc nous, on va les amener à tester, à aller justement faire des stages, faire une année professionnalisante, faire un maximum d'expérience pour justement se trouver petit à petit et faire la méthode de l'entonnoir et arriver à ce qu'ils veulent faire. Et des expériences et des témoignages, on en a plein. On a aussi bien un étudiant qui a repris le domaine viticole de ses parents que des étudiants qui arrivent en graduate programme chez Ubisoft ou pour des labels de musique. Enfin, vraiment, c'est ça qui est génial, c'est qu'il n'y a aucun projet qui se ressemble et c'est ça qui est formidable à l'EM. Merci beaucoup. Vanille, vous avez aussi recruté plusieurs étudiants issus de l'EM Strasbourg. Que pensez-vous du coup de cette préparation de ces étudiants lorsqu'ils arrivent chez vous en entretien, que ce soit pour des stages, du coup, une alternance ou un CDI? Je pense que cette préparation, elle est essentielle parce que quand on n'a jamais été sur le marché du travail, on ne peut pas deviner ce qui est attendu d'un CV, d'un discours. Donc je pense que déjà, c'est essentiel. Je sais que moi, j'avais participé à des simulations d'entretien. Donc, se retrouver en face de professionnels, mais en amont et en dehors d'une situation réelle, parce que ça reste une simulation. C'est vraiment une phase de coaching, en fait. Et je pense que ça permet vraiment aux étudiants de mieux appréhender leur arrivée sur le marché du travail et de mieux se préparer. Et je pense que c'est vraiment, voilà, je ne sais pas si c'est des ateliers, le Cap Carrière, qui sont facultatifs ou pas, mais en tout cas, je pense que c'est vraiment essentiel et ce serait dommage de ne pas en profiter. Ça leur permet vraiment de prendre confiance en soi. Et en tout cas, nous, quand on les rencontre au moment même que ce soit du premier stage et de l'alternance, donc quand ils n'ont pas encore de première expérience professionnelle, on sent qu'ils sont plutôt à l'aise et on les sent pas stressés. Merci. Du coup, pour reprendre un peu ce qu'on disait, donc on a parlé du test Acersos, qui est un outil plutôt important et à l'EM et du coup après dans certaines entreprises. On a aussi parlé du coup des ateliers, des simulations auxquelles vous avez pu participer, Vanille, comme d'autres entreprises. Je sais qu'à l'EM, il y a aussi l'accent qui est mis sur le funny learning, donc apprendre en s'amusant et par la mise en action. Du coup, Liane, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus à ce sujet? Ouais, ça c'est vraiment la deuxième grande spécificité de l'accompagnement carrière à l'EM, c'est que c'est notre philosophie effectivement de funny learning où on va vraiment immerger les étudiants dans des expériences ludiques où ils vont pouvoir tester des choses et développer leurs soft skills. Donc en fait, chaque étudiant, chaque année de chaque programme, ils vont avoir ce qu'on appelle une semaine soft skills sur un thème spécifique. Donc, par exemple, pour les programmes grande école, en première année, ils ont les EM Winter Games, qui est une semaine basée sur le sport. Donc, ce sont des ateliers qu'on a réalisés avec des coachs sportifs pour apprendre à mieux se connaître, à connaître l'autre et à développer l'intelligence collective. Donc, ça fait 5 ans maintenant qu'on a développé ce programme-là. Donc, c'est devenu un peu une spécificité à l'EM. Et il y a un atelier très fort qui est en fait l'atelier des bandeaux, où ils vont devoir en fait avoir les yeux bandés et faire confiance à quelqu'un pour suivre un parcours avec des obstacles et se faire guider. Donc ça, c'est vraiment, en général, ils en gardent un souvenir assez fort. Il y a aussi les carrés magiques où ils doivent développer une stratégie ensemble dans les vestiaires et puis la réaliser sur le terrain pour essayer de gagner des points dans les classements. Donc en général, c'est une semaine qui marque bien et qui est vraiment très forte, qu'on a voulu placer vraiment en première année parce que les étudiants qui arrivent peut-être notamment de classe prépa ont pu vivre des choses un peu plus sur la compétition. Et là, on doit les basculer très vite dans un mode collaboratif où ils vont devoir tout le temps effectuer des travaux de groupe, travaux en équipe. Et en entreprise, ça va être un petit peu la même chose. Donc, c'était vraiment important pour nous. En deuxième année, on va aller de manière évolutive avec des objectifs pédagogiques qui vont monter en puissance avec plus de gestion du stress, avec des petits tests tout stress, avec les Rem's Kitchen, qui est là une semaine avec des challenges culinaires où ils vont devoir cuisiner des recettes salées et sucrées en équipe et les présenter devant un jury de partenaires en anglais. Donc, c'est aussi une semaine très sympathique à observer et très forte. Et les troisième années, que ce soit bachelor au programme grande école, peut avoir du théâtre d'improvisation, un escape game, etc. Donc, voilà, c'est pour nous, cette philosophie du funny learning va permettre différentes choses. Elle va, à la fois, on repère très, très vite, en fait, des talents et des comportements.
Et pour nous, on trouve que c'est un petit peu l'avenir du recrutement parce qu'on va voir très vite quelqu'un qui est à l'écoute, quelqu'un qui va bien répartir les tâches, une équipe qui va fonctionner ensemble par rapport aux différentes personnalités qui la composent. Et en plus, si on se base sur les neurosciences qu'on apprécie beaucoup au Cap Carrière, et ben, on sait désormais qu'on apprend beaucoup plus vite et mieux en étant actif, en étant engagé et en s'amusant. Donc, voilà. Merci. Vanny, il me semble qu'Hartmann a été partenaire des EM Winter Games en janvier 2020 pour les premières années du programme Grande École et que vous-même, vous avez pu assister aux défis sportifs, au débriefing des coachs. Du coup, ma question, c'était quels souvenirs en gardez-vous et en quoi ce type de format, comme le disait Liane, peut contribuer à la préparation ou à la professionnalisation des étudiants selon vous? Alors nous, on en garde un super souvenir parce que c'est vrai que en arrivant, quand on nous annonce les Winter Games, on s'attendait vraiment à quelque chose, un divertissement en fait pour les étudiants, effectivement. Et quand on est arrivé tout de suite, on a été pris au jeu parce que donc c'était le thème de la danse, si je me souviens bien. Et chaque groupe d'étudiants avait préparé une chorégraphie. Et là, vraiment, on a été surpris par le sérieux des étudiants. Donc les chorégraphies, elles étaient préparées au millimètre près. Et vraiment, on sentait l'enjeu en fait pour les étudiants derrière le fait de réussir le challenge. Et après, on était dans l'exercice justement du carré magique ou les yeux bandés. Là, on a eu l'opportunité d'être dans les vestiaires et de pouvoir observer la tactique, en fait, la phase tactique des groupes qui se préparaient au jeu. Et donc là encore, c'est vrai que c'était une super observation pour nous de voir vraiment l'esprit d'équipe, le côté collectif en fait, mais vraiment dans un côté esprit compétitif. Et c'est vrai que souvent la compétition et le collectif, c'est des choses difficiles à combiner. Et là, je ne sais pas depuis combien de temps ils se préparaient ou depuis combien de temps ils se connaissaient, mais on avait vraiment le sentiment qu'ils se connaissaient depuis très longtemps parce qu'il y avait vraiment cet esprit d'unité. Et c'est vrai que ça, je pense que c'est un très bon exercice. D'ailleurs, nous-mêmes, en l'ayant observé, on s'est dit, tiens, ce serait un bon exercice à refaire avec des collaborateurs parce que c'est un bon team building. Déjà, ça permet de développer vraiment cet esprit collectif. On va tous pour le même objectif et dans le même sens. Et si je peux juste compléter ce que dit Mani, c'est important parce que c'est souvent une remarque qu'on nous fait, ah oui, le funny learning, c'est sympa, on s'amuse avec les étudiants. Mais vraiment, l'objectif est d'aller plus loin et ça va servir des objectifs pédagogiques et des objectifs vraiment de préparation au marché de l'emploi, en fait. L'idée, elle n'est pas juste que les étudiants passent un bon moment et créent du lien. Et c'est même un peu la différence qu'on va observer en entreprise entre du team building et du team coaching, c'est que nous, derrière, l'idée, elle est toujours de transformer l'expérience, d'avoir un débrief avec un coach et quand on peut avec un partenaire entreprise, qui est encore mieux, pour vraiment aller transformer le message, aller faire réfléchir l'étudiant sur ce qui s'est passé dans la performance en groupe, qu'est-ce qu'il peut améliorer, qu'est-ce qu'il a découvert sur lui. Donc voilà, ça c'est vraiment très fort chez nous, c'est que l'idée, elle est vraiment juste pas de passer un moment, elle est de passer un bon moment tout en apprenant vraiment des choses. Merci. Comme on sait tous, ça fait plus d'1 an et demi qu'on est dans un contexte un petit peu particulier. Du coup, je voulais savoir comment vous étiez adapté cette année, quelles nouveautés vous aviez dû mettre en place pour continuer à garder ces exercices et s'il y avait des nouveautés pour l'année prochaine, pourquoi pas pour les étudiants qui nous regardent. Oui, alors on a une fierté, c'est qu'on a réussi quand même à adapter en mode distanciel les EM Winter Games, les EM Winter Games 2.0, on les a appelés, grâce à une application qui s'appelle United Heroes et qui nous a permis finalement de faire des défis sportifs à distance, où en fait, alors on l'a étalé sur plus de temps, au lieu de durer une semaine, ils ont eu ça pendant 5 semaines, les premières années, et en fait, toutes les semaines, tous les lundis, tombait un défi à réaliser, donc ça pouvait être aussi bien écrire leur nom d'équipe, en mode GPS, voilà. Ça pouvait être faire un gainage en chaîne ou réaliser des recettes de cuisine diététiques qui devaient finalement nous faire passer sous format vidéo ou photo. Donc, il y a eu des conférences également avec des sportifs de haut niveau ou des professionnels. Donc, voilà, ça a été vraiment... on a été très contents d'avoir réussi quand même à leur proposer cette expérience, surtout que c'était une année pas évidente pour les étudiants et ça leur a quand même permis de créer du lien et de se challenger ensemble. Et après, la nouveauté pour plutôt les bachelors, ce sera en novembre où ils vont aller dans un escape game sensoriel qui s'appelle Sensas, près de Strasbourg. Et là, c'est un escape game plus de sensibilisation au handicap qui va venir vraiment illustrer les valeurs de l'école. Ils vont pouvoir collecter des annuaires qui seront transformés finalement en dons pour une association voilà, pour les enfants aussi.
Très prometteur. Comme on le voit depuis tout à l'heure, les étudiants de l'EM sont quand même plutôt bien préparés à la professionnalisation et l'accent est vraiment mis sur le fait de les confronter à la réalité et de leur permettre de rencontrer des professionnels, comme on l'a vu encore une fois avec les ateliers de simulation ou même le fait qu'il y ait des partenaires pendant ces séminaires-là. Du coup, Liane, comment le Cap Carrière favorise la rencontre justement des étudiants et des professionnels, parce que je suppose qu'il y a d'autres actions mises en place tout au long de l'année. Oui, alors comme je le disais avant, ça va déjà aussi être dans le fait qu'on va les pousser beaucoup à réaliser l'année de professionnalisation, vraiment à aller tester des choses dans des entreprises différentes, des structures de taille différentes, parfois même dans d'autres pays. Ça peut aussi être un projet humanitaire et un stage. Enfin, voilà, on va vraiment les amener à se tester. Et effectivement, notre but est de casser un peu les stéréotypes et les clichés qu'on peut avoir sur les métiers très jeunes, parce qu'on sait qu'on en a tous. Et l'idée, ça va être d'aller effectivement d'être curieux, de rencontrer des pros. Alors, ça peut aussi bien être via des plateformes qu'on a comme My Job Glasses, qui vraiment est un très très bon exercice où on leur demande pendant toute l'année de rencontrer 5 professionnels et d'effectuer un entretien avec eux. Et en fait, là, ce qui me vient à l'esprit, c'est l'exemple de Jérémy qui m'a encore appelé la semaine dernière pour me dire qu'il avait décroché son alternance à Clairefontaine, qui est le centre d'entraînement des Bleus, qui est son rêve depuis sa première année et qu'il a pu avoir grâce à un premier contact du responsable du centre sur My Job Glasses. Donc, ça débouche aussi sur des très très belles opportunités. Et à côté de ça, on va avoir des rencontres avec des alumni qui fonctionnent très très bien. On va avoir des ateliers réseau et effectivement de nombreux événements avec des partenaires qui sont très importants pour eux. Et les rendez-vous individuels aussi. Du coup, Vanny, il me semble que Hartmann a participé également avec plusieurs collaborateurs à des simulations d'entretien pour les bachelors en 3e année, du coup, plutôt, et ce depuis 2 ans. Du coup, est-ce que vous pouvez revenir sur cette expérience? Oui, alors moi j'étais intervenue il y a 2 ans pour la première fois aux simulations d'entretien. Donc c'était déjà une très bonne expérience de voir les étudiants effectivement dans cette phase plutôt préparative sur le côté coaching, et je les trouvais déjà très motivés alors qu'on était seulement au mois de septembre, octobre et qu'ils devaient faire leur recherche d'alternance ou de stage seulement à partir de janvier ou février. Et d'ailleurs, moi aussi, j'ai pu avoir un contact puisque suite à ces simulations d'entretien, donc qui n'étaient pas du tout dans une démarche de recrutement, j'avais pu garder contact avec une étudiante. On s'était recontacté sur LinkedIn en début d'année qui a suivi, et puis aujourd'hui, elle est en alternance chez nous. Donc, comme quoi, c'est encore une fois l'opportunité de aussi se créer du réseau, de rencontrer des professionnels et de bien comprendre ce qui est attendu. Lors des simulations d'entretien, donc d'un entretien de recrutement. Après, il y avait d'autres ateliers. Des collègues à moi ont participé, par exemple, à un atelier sur la négociation salariale. Donc ça aussi, c'est, je pense, une très bonne opportunité de savoir un peu comment appréhender ce type d'exercice. Et puis tout simplement, de commencer à se construire un réseau. Oui, je pense qu'on l'a pas encore mentionné, mais il ne faut négliger aucun contact avec les professionnels, que ce soit à l'école par une simple conférence, entre guillemets, par des simulations. Voilà, toute rencontre est bonne à prendre et il faut en tirer le positif et être préparé aussi et ne pas se dire c'est qu'un exercice, c'est qu'un cours. Non, vu que derrière, il y a des opportunités qu'après on peut être embauché. Du coup, c'est parfait. Ça nous fait une liaison pour la suite. Du coup, c'est vrai que le Cap Carrière, vous accompagnez les étudiants tout au long de leur parcours finalement, tout au long du programme, et vous vous adaptez aussi notamment au contexte, au marché. Du coup, Liane, est-ce que tu peux nous donner des exemples de nouveautés du Cap Carrière, donc que ce soit cette année lié au contexte ou sanitaire? Oui. Oui, c'est vrai qu'on va toujours essayer de s'adapter au marché jeunes diplômés, qui est extrêmement changeant avec des métiers qui apparaissent tous les jours, mais aussi au contexte. Et je pense que comme tout le monde, le Cap Carrière de l'EM a été pas mal chamboulé et impacté cette année. Et on a essayé en fait de transformer nos formats pour accompagner au mieux les étudiants. C'est le cas notamment des bachelors première année qui devaient avoir un atelier à valoriser mon expatriation grâce à un objectif SMART qui n'a pas pu se faire puisque le départ à l'étranger a été décalé. Et plutôt que d'annuler l'atelier, on l'a tout simplement transformé en valoriser mon confinement. Grâce à un objectif SMART. Et du coup, en fait, ils avaient chacun un objectif personnel qu'ils se sont fixés eux-mêmes en début d'année, qui pouvait aussi bien être d'apprendre une nouvelle langue, d'apprendre à cuisiner, de se remettre au sport,
de passer leur permis de conduire, ça pouvait être très varié. Et en fait, ils avaient plusieurs mois avec un plan, des objectifs précis, des critères de mesure. Et en fait, à la fin, ils nous rendaient une vidéo nous disant finalement s'ils avaient atteint leur objectif, pourquoi, et faisant un peu une analyse de l'expérience. Donc ça a très très bien fonctionné. On a eu beaucoup de retours positifs des étudiants qui nous ont dit que ça leur avait permis finalement de rendre cette période beaucoup plus constructive et de gagner confiance en eux. Donc l'objectif était atteint. On a aussi mis en place une conférence sur le service civique qu'ils connaissaient peu dans cette recherche un peu de sens cette année. Je pense que ça a été bien. Et puis l'année prochaine, on va vraiment étoffer notre proposition vers tout ce qui est développement de l'intelligence émotionnelle, parce que je pense que c'est un sujet qui est vraiment très très important, notamment par rapport aux managers responsables qu'on veut former et à la prise de décision. Et je pense que nos émotions ont été un peu mises à mal cette année. De mieux les comprendre, ça ne peut être qu'en plus pour les étudiants. Parfait. J'en profite juste pour vous rappeler que vous pouvez toujours poser vos questions dans le chat du live. Donc n'hésitez pas si quelque chose vous a intéressé, que vous aimeriez qu'on revienne dessus. Une question pour Vanille. Si vous deviez donner un conseil, ou si vous aviez un message à faire passer justement à ces étudiants ou jeunes diplômés qui se posent des questions vu du contexte actuel, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Alors, c'est vrai que la situation actuelle, elle est vraiment pas facile pour des étudiants qui ont passé la majorité de leurs dernières années en cours à distance. Mais j'ai pas le sentiment de voir des étudiants qui sont pour autant démotivés. Je pense qu'au contraire, ils prennent encore plus conscience de l'importance d'être proactifs dans leur démarche, justement de maximiser les points de contact et les opportunités, de trouver des opportunités justement. Et je dirais que voilà, faut pas lâcher. Faut saisir chaque occasion. Il y a eu un démarrage un petit peu difficile parce qu'on n'était pas préparé à tout ça aussi, mais aujourd'hui on peut tout faire en digital. Donc peu importe l'événement, que ce soit un salon physique ou un salon virtuel, il y a mille et une façons de rencontrer des professionnels, de rencontrer des opportunités. Donc il faut vraiment en négliger aucune. Il faut rester actif, se construire un réseau, être actif sur les sites d'emploi, sur LinkedIn. Voilà, il y a vraiment l'avantage du digital aujourd'hui, c'est que il y a mille et une possibilités et il faut vraiment toutes les saisir. Merci beaucoup. Liane aussi, peut-être de votre côté, un message à donner aux étudiants pour compléter ce que vous direz. Nous, c'est très important de véhiculer des messages positifs. C'est vrai que c'est une période qui est challengeante pour eux et qui demande peut-être effectivement d'adapter un petit peu son plan, de changer un petit peu, voilà, peut-être tel stage, je le fais un peu plus tard ou dans tel pays à un autre moment. En revanche, je pense que si une crise comme on la vit, c'est une occasion de se démarquer, c'est une opportunité de mieux se connaître, d'aller plus loin. Et je pense que ça, il y a beaucoup d'étudiants qui en ont pris conscience et qui justement ont transformé cette année en quelque chose d'extrêmement positif, en s'impliquant dans des associations, en adaptant un petit peu leurs projets. J'ai l'exemple de beaucoup aussi de troisième année qui voulaient un VIE et ça a été un peu plus compliqué. En revanche, il y a aussi beaucoup d'entreprises qui se sont adaptées, leur ont permis de faire peut-être la période d'essai en France et la formation en France et de partir un peu plus tard ou en tous les cas dans un autre pays. Et vraiment, je pense que c'est aussi une opportunité et je pense qu'un jeune diplômé actuel va vivre beaucoup d'adaptation de la sorte dans sa carrière ou en tous les cas dans sa vie professionnelle et le plus tôt possible, il va prendre conscience de sa force et de sa capacité d'adaptation et le plus ça va être un avantage pour lui par la suite. Merci beaucoup. Du coup, on va pouvoir passer aux questions. Donc, si vous en avez, c'est le moment de les poser dans le chat. Alors, on a une première question. Quelle importance accordez-vous aux réseaux sociaux dans un objectif de professionnalisation? Donc, je pense qu'on va commencer par Vanille, puis par Liane. Alors, les réseaux sociaux, aujourd'hui, je pense que voilà, les professionnels sont de plus en plus présents sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, parfois même sur Instagram, et principalement sur LinkedIn quand même. Donc, je pense vraiment que c'est aujourd'hui un canal, un des plus importants, en tout cas aujourd'hui, pour déjà consulter des offres d'emploi, mais aussi justement avoir une approche différente et contacter directement des personnes et voilà aussi peut-être chercher l'opportunité plutôt que d'attendre qu'elle arrive. C'est une autre façon d'aborder justement les opportunités professionnelles. Ouais, être proactif, encore une fois, ce qu'on disait
tout à l'heure. Merci beaucoup, Eliane, du coup. Alors effectivement, nous on attire beaucoup l'attention des étudiants sur l'image qu'ils véhiculent sur les réseaux, leur personal branding, et effectivement ils ont des ateliers sur LinkedIn et sur toutes ces choses-là. Mais là on a même en tête aussi des nouvelles choses pour l'année prochaine, c'est qu'on voudrait faire aussi un atelier sur Instagram, qui en fait devient aussi un outil maintenant qui peut être un outil de recrutement, puisqu'on a des étudiants qui ont fait preuve d'innovation cette année, et notamment j'ai en tête une étudiante qui en fait a fait un poème à une marque dans la mode, parce qu'elle adorait cette marque qui véhiculait des valeurs très fortes pour elle. Et elle a fait un poème à la marque. Elle a été contactée une semaine après par une personne de l'entreprise qui lui a proposé justement un entretien. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus, quand on dit distinctif, ce n'est pas forcément non plus faire un format vidéo, un CV plein de couleurs, c'est se démarquer par plein de choses avec sa personnalité, avec qui on est. Cette étudiante, elle avait des capacités rédactionnelles vraiment très très bonnes, et c'est ce qu'elle a mis en avant. Et après, on va aussi effectivement vraiment les amener à se poser des questions sur ce qu'ils voient sur les réseaux. Donc, on a aussi en tête éventuellement de les sensibiliser à un atelier sur les fake news et un peu développer leur esprit critique, qui je pense est très important dans l'époque à laquelle on vit. Merci beaucoup, merci pour cette question. Question suivante, du coup. La crise a-t-elle accéléré les processus de professionnalisation des étudiants au sein des écoles, selon vous? Peut-être Liliane. Est-ce qu'elle a accéléré les processus de professionnalisation? Elle les a juste modifiés. Est-ce que oui, c'est vrai qu'elle a amené les étudiants à se poser beaucoup plus de questions, et c'est vrai qu'on a vu une augmentation des rendez-vous très forte. C'est vrai qu'on ne peut pas nier qu'il y avait une petite période quand même d'inquiétude et de doute, mais là, de ce qu'on observe, c'est maintenant quand même les étudiants ont vraiment compris aussi qu'ils pouvaient complètement se démarquer, se créer de nouvelles opportunités. D'accord, merci. Vanny, peut-être quelque chose. Nous, ce que je pourrais peut-être remarquer, c'est que nous, au niveau de nos alternants en interne, effectivement, il y a une approche aussi qui est différente, dans le sens où avant, ils avaient peut-être tendance à pas se laisser porter, mais voilà, attendre, il y a une opportunité qui allait arriver, parce que le marché aussi était comme ça. Et effectivement, là, de par l'inquiétude, ils se préparent déjà, même quand ils viennent d'arriver chez nous, ils se préparent déjà à la suite. Ils sont vraiment mieux préparés à ça. Donc je pense que c'est une bonne chose. Ça les aide vraiment, voilà, à déjà aborder la suite et pas se laisser, on va dire, surprendre par la fin de l'alternance et la fin des études. Ouais, voilà, je pense que des deux côtés, on peut dire qu'il y a plus une anticipation, plus une envie d'être préparé, de voir plus loin que ce qu'ils auraient peut-être vu avant, plutôt que de le voir venir. Maintenant, ils veulent être proactifs, encore une fois, ce qu'on disait. Ben, c'est vrai que face à cette impression un peu de subir la situation, ce qui est amusant, c'est qu'au contraire, j'ai l'impression qu'ils sont devenus encore plus acteurs. Et c'est ça qui est assez incroyable. Et c'est là où on dit souvent avec mes collègues qu'il y a toujours un cadeau caché à toute situation. Il y a un cadeau caché à la crise sanitaire, c'est que ça a aussi eu beaucoup de positifs. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Question suivante. Quels nouveaux aspects de la professionnalisation avez-vous découvert récemment? Les nouveaux aspects de la professionnalisation. Moi, je reviendrai un petit peu à ce que je disais sur les formats ludiques qu'on met en place et ces nouveaux aspects du recrutement. Je pense que le recrutement évolue très très vite, aussi vite que les métiers. Donc là, on était encore récemment en salon. Effectivement, maintenant, il y a des chatbots, il y a beaucoup de choses qui se font, et nous, on essaie de préparer les étudiants au mieux. Avec tout ce qu'il y a eu en distanciel également, on a déjà travaillé aussi avec des plateformes comme Visio-Talent pour les préparer à des entretiens distanciels qui, même si, entre guillemets, les codes sont un peu les mêmes qu'un entretien en physique, ça peut vite stresser un étudiant qui n'est pas habitué voilà, à la caméra. Un souci technique. Exactement. Et donc, juste, je pense que tout ça, ça se prépare. Et encore une fois, ça rend notre offre finalement plus complète et plus adaptée. Peut-être que vous aussi, Vanny, du coup, j'avais envie de dire, parce qu'on utilise aussi Visio-Talent, effectivement, et c'est vrai qu'on l'utilise maintenant plus en plus depuis le premier confinement, parce que ça fait déjà aussi 3-4 ans qu'on utilisait Visio-Talent, et on pouvait sentir voilà, qu'on n'avait pas forcément beaucoup de retours. Il y avait une sorte d'appréhension, voilà, je suis pas à l'aise. On avait même des retours, je suis pas à l'aise de me voir, en fait, de me voir moi-même en train de
de me vendre, je suis pas à l'aise avec cet outil-là. Et donc, on l'utilisait en fonction de la typologie de métier. Souvent, on savait voilà, que pour du marketing ou pour de la communication, ça allait être simple. Et on avait du coup tendance à le laisser un peu de côté pour d'autres métiers. Et puis, pendant le premier confinement, comme du coup, on manquait beaucoup de contacts physiques et qu'il a fallu quand même faire un peu affiner tout ça. Parce qu'en plus, avec le premier confinement, on a eu énormément de candidatures pour l'alternance. Je pense beaucoup plus de volume qu'on en avait auparavant. Parce qu'il y a aussi ce côté un peu, il faut absolument que je trouve une alternance dans un contexte qui n'est pas facile, avec beaucoup d'offres en alternance en moins sur le marché. Et du coup, on a beaucoup plus utilisé l'outil sur les différentes typologies de métiers. On a eu beaucoup plus de retours. Et j'avais le sentiment que finalement, ils étaient mieux préparés, effectivement, ou en tout cas qu'ils le vivaient moins comme un exercice stressant. Merci beaucoup. Encore quelques questions. Du coup, on a une question de Anita. Dans cette période assez particulière, il n'est pas très aisé de trouver un stage en entreprise. Quels conseils pourriez-vous nous donner aux étudiants qui sont à la recherche d'un stage en ce moment afin de mettre toutes les chances de notre côté? Donc, recherche de stage en ce moment. Donc, effectivement, je pense qu'il doit y avoir moins d'offres, il doit y avoir moins d'opportunités et moins d'offres. Pour autant, il y en a quand même toujours. Je ne pense pas qu'il y ait un delta non plus aussi important entre le nombre d'offres qu'on pouvait avoir avant et maintenant, mais je pense qu'effectivement, il faut apprendre à mieux cibler. Avant, peut-être que on avait l'habitude de postuler à 100 stages différents, et puis sur les 100 stages, on avait bien quelques-uns qui allaient aboutir à quelque chose. Aujourd'hui, il n'y a plus ces 100 offres, mais je pense qu'il faut mieux cibler et mieux préparer sa candidature. Donc, effectivement, peut-être adapter son CV, mettre en avant ses soft skills, mettre en avant des choses. Ça peut être par les hobbies, par ce qu'ils font à côté. En fait, on a besoin de savoir vraiment qui ils sont, plus que ce qu'ils ont fait, parce que souvent, quand on postule pour un stage, on n'a pas encore d'expérience professionnelle. Donc, il faut mettre en avant plutôt tous ces côtés-là on a du mal à voir sur un CV. Donc, pourquoi pas aussi les présenter différemment qu'avec un CV standard tel qu'on le connaît, traditionnel. Et multiplier effectivement les outils. Donc, si vous avez l'opportunité de passer un entretien vidéo différé sur Visio Talent, c'est un autre outil. Donc, on attend une autre présentation, quelque chose de plus spontané. Vraiment apprendre à savoir qui on a en face de nous, même si c'est en face à travers un écran. Et je pense vraiment que c'est la façon dont il faut l'aborder. C'est vraiment plus se préparer, cibler peut-être, cibler moins d'offres de stage, cibler vraiment celles qui les intéressent le plus et mieux se préparer à ce qu'on a envie de donner pour finalement répondre à ce qui correspond, donc ce qui nous correspond à nous-mêmes. Je vais cibler une offre de stage qui me correspond à moi-même, à ce que j'ai envie de faire, et du coup je vais mieux préparer mon CV ou mon pitch pour échanger pour cette offre. Merci beaucoup, Vanny. Yann, tu veux rajouter quelque chose? Oui, je dirais que moi, il y a 3 éléments très importants pour un étudiant qui est un petit peu en difficulté par rapport à sa recherche de stage. Le premier, c'est peut-être d'adapter un petit peu sa recherche. Alors, ça ne veut pas du tout dire prendre n'importe quoi ou de complètement modifier. Mais imaginons un étudiant qui, effectivement, recherche un stage en commercial, mais qui le rechercherait dans le domaine de l'agroalimentaire. C'est peut-être se dire, je vais changer de secteur, je vais un peu modifier mes critères, ou peut-être élargir un petit peu la zone de recherche, être un peu plus mobile. Où est-ce que je peux partir chez des proches pour faire mon stage, pour en fait augmenter ça, mais avoir quand même des stages de qualité avec les compétences qu'il recherche et qu'il va devoir développer. C'est un peu ce que j'expliquais avec les VIE qui ont un petit peu modifié parfois exactement le pays dans lequel ils voulaient partir, mais pour autant d'avoir toujours un stage avec des missions très professionnalisantes, c'est vraiment le plus important. La deuxième chose, ça va être de vraiment faire jouer là encore plus, je pense, qu'avant. Et déjà, c'est quelque chose qui augmentait de plus en plus, le marché caché de l'emploi. Et de ne pas se contenter, on dit toujours à nos étudiants, ne mettez pas toutes vos recherches, toute votre énergie à 100% dans la réponse aux annonces. Peut-être ça doit être 50% de votre temps, et 50%, ça doit être effectivement d'aller contacter des professionnels, des alumni sur LinkedIn, un peu comme disait Vanille, et d'aller effectivement faire jouer son réseau, mais de manière très positive, et d'aller peut-être aller trouver la bonne personne, le bon interlocuteur, le manager direct de la business unit pour pouvoir faire parvenir sa candidature, et là la peaufiner, la personnaliser avec une belle lettre de motivation, même si je sais qu'aujourd'hui il y a
quelques recruteurs qui ne la lisent pas forcément, il y en a encore quand même beaucoup qui choisissent aussi en fonction de ce critère, et bah, peut-être que c'est l'opportunité là de se démarquer, avec effectivement un CV, une lettre de motif vraiment peaufinée. Et le dernier élément, ça va être pour des étudiants qui ont vraiment très peu d'expérience, c'est par exemple le premier stage, donc là c'est toujours le plus dur, c'est le step le plus dur, on le sait. Ça va peut-être être d'aller chercher, d'anticiper un peu et d'aller chercher d'autres expériences qui vont leur mettre en avant des compétences. Donc ça peut être le service civique, ça peut être un projet humanitaire ou associatif pendant l'année, ou un petit job étudiant, même si c'est en libre service ou en vente, ça va toujours être des compétences qui vont être intéressantes pour un recruteur et qui vont permettre d'étoffer le CV et de le rendre plus unique. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. J'espère qu'on a répondu à ta question, Anita. Ensuite, encore une question. C'est tellement fréquent qu'on entend dire que la formation d'école ne peut pas satisfaire les attentes d'entreprise. Selon vous, quelles sont les choses qui manquent en milieu académique? C'est vrai qu'on l'entend assez fréquemment. Je pense que c'est important que l'enseignement finalement reste aussi alerte de ce qui est attendu. Donc pour le coup, là, pour moi c'est le cas, reste alerte de ce qui est attendu dans les entreprises. De bien construire finalement le programme, les thématiques, ou même effectivement ce qui tourne autour de l'enseignement, donc les ateliers, en fonction de ce qui va pouvoir servir réellement aux étudiants dans l'entreprise dans l'entreprise qu'ils vont intégrer par la suite. Donc je pense vraiment l'essentiel de tout ça, c'est peut-être le défaut qu'on a au départ dans les systèmes scolaires en France, c'est qu'il n'y a pas assez d'interaction effectivement entre les entreprises et les milieux scolaires. Et je pense qu'effectivement, en multipliant ces interactions-là, on centre mieux, déjà on comprend mieux les attentes à la fois de l'école et à la fois de l'entreprise, et on arrive mieux à construire ensemble les bons parcours. Et pour ma part, je pense qu'en fait, une bonne formation, notamment en école de commerce, ça va être une formation qui va allier effectivement une théorie et un enseignement de qualité de manière plus théorique, et aussi un enseignement pratique. Et j'espère que j'y ai répondu un petit peu pendant ce live dans les questions précédentes, mais c'est ce qu'on essaie de faire. Pour nous, c'est qu'un savoir-être, certaines compétences comme effectivement ces fameux soft skills qui sont attendus par le World Economic Forum, et ben elles s'apprennent pas en fait dans les livres, elles s'apprennent en faisant. On n'apprend pas à communiquer ou à gérer le temps si on le pratique pas par des exercices très pratiques et si on se confronte pas à la réalité. Donc c'est ce que nous on essaie de faire, c'est ce qu'on essaie d'inculquer à nos étudiants, et de se rapprocher énormément du monde professionnel. Et c'est pour ça que nous on s'inspire beaucoup. On a tout le temps des contacts réguliers avec les recruteurs, les entreprises, nos partenaires, pour justement essayer de voir comment on peut s'adapter sans cesse à ce qui se vit finalement en entreprise. Parfait, merci beaucoup. Alors, encore une question. L'intelligence artificielle est-elle une opportunité ou une menace pour les futurs lauréats? Je veux dire candidats. Je pense pas que ce soit une menace, tout dépend de son usage. Tout dépend de l'usage qu'on en fait. Donc je pense au contraire c'est une opportunité de justement de pouvoir en tout cas pour le recruteur, c'est l'opportunité de pouvoir identifier plus de profils en fait. Parce que quand on reçoit, c'est pas notre cas, mais si on reçoit 600 ou 700 CV, ça va être compliqué de pouvoir tous les regarder en détail, sachant que c'est 2-3 minutes par CV, donc imaginez le temps que ça prend. Donc je pense au contraire c'est une opportunité. Plutôt que sur ces 700 CV, la personne elle va pouvoir regarder que les 100 premiers, parce que sinon son recrutement il n'avance pas, hein. Il y a des délais aussi derrière. Au contraire, elle va pouvoir cibler tout de suite, ou en tout cas prioriser, on va dire, les CV qui matchent le plus, entre guillemets. Après, effectivement, il y a toujours un biais avec ces outils-là. Il faut faire attention à l'usage qu'on en fait et ne pas se focus seulement sur ces outils-là. Par exemple, sur Assess First, c'est un super outil qu'on utilise en complément. On pourrait aussi se dire, tiens, on va l'utiliser en filtre avant même de voir les candidats en entretien. On va leur faire passer l'Assess First et puis on va rencontrer que les personnes qui matchent exactement à nos attentes. Alors déjà, ce serait dommage parce qu'en entreprise, on ne se retrouverait qu'avec des clones. Et puis surtout, du coup, c'est vraiment un frein à la fois pour l'entreprise et pour les candidats. Donc tout dépend vraiment de l'usage qu'on en fait en fait. Merci beaucoup. Et moi, je pense que c'est la déformation de coach, mais tout est une opportunité.
Donc, je pense que l'intelligence artificielle, c'est juste une réalité. Elle modifie actuellement déjà le monde professionnel, sans compter du monde personnel, et elle le modifiera encore plus d'ici demain. Il y a des métiers, on dit même que des métiers comme auditeur, comptable vont être amenés, alors peut-être pas à disparaître, mais très chamboulés par l'intelligence artificielle. On parlait des chatbots en recrutement, donc je pense que la réalité, elle est déjà là. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Je pense que par contre, ce qui est très intéressant, je parlais récemment avec un ami qui me disait, lui, il travaille dans une entreprise pour les voitures connectées. Il me disait, par contre, ça amène à repenser tout le légal autour de ça, tout le côté assurance, mais aussi la formation des équipes. Voilà, donc je pense qu'il y a aussi des nouveaux métiers qui vont apparaître. Je pense que notamment l'intelligence émotionnelle, c'est là aussi où ça va être intéressant et où justement les collaborateurs de demain peuvent se démarquer et apporter quelque chose. Donc je pense juste que ça va être encore une fois une question d'adaptation, question d'opportunité, d'où notre formation où on amène les étudiants à ne pas avoir ce qu'on appelle un mindset fixe en fait, mais plutôt d'essayer de voir comment à chaque fois ils peuvent s'adapter à ce qui se passe comme une opportunité et créer un petit peu avec cette donnée-là et en faire quelque chose de mieux pour demain. Merci beaucoup. Merci pour toutes ces questions. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci à Vanny et merci à Liane d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et vous pourrez retrouver ce live en replay sur les réseaux sociaux de l'EM Strasbourg. Merci Thelma. Merci.